Je ne sais pas si j'ai bien rendu ce que je voulais et ressentais. La matière de l'huile est très difficile, ingrate à travailler, moins faite peut-être pour mon coup de pinceau direct, large, enlevé. De tous côtés on me dit que je suis un champion dans la gouache, et je sens que je m'y débrouille bien, mais je voudrais rendre à l'huile mes émotions, mes sensations, mes impressions. C'est peut-être plus et aussi très difficile, il faut que j'y pense encore, on doit y penser en fermant les yeux pour la dernière fois. C'est dans le courant de l'été 1984 que je fis la connaissance de Pierre Trofimov. J'ignorais alors tout de lui et bien entendu l'essentiel, qu'il était peintre. À cette époque, son nom m'était apparu simplement comme l'auteur d'un ouvrage sur l'histoire d'Urvest-les-Eaux. Je n'ai rien oublié de cette entrevue. Un peu gêné dans ma démarche, je me demandais, en chemin, ce que j'allais bien pouvoir lui dire. Cette première fois, je n'eus qu'à l'écouter. Son érudition sur l'histoire d'Urvest m'impressionnait, et j'en étais paradoxalement plus à mon aise, plus détendu. Venu pour y découvrir l'historien, j'y rencontrai le peintre. Si depuis ce jour, nos relations à propos de l'histoire locale ne cessèrent jamais, je fus ensuite très heureux de pouvoir en développer bien d'autres, et notamment celle avec l'artiste. Ainsi naquit une solide amitié et une relation épistolaire s'installa rapidement entre nous. Vers la fin de 1993, il me confia. Cela remonte très loin, à ma toute petite enfance, quand ma grand-mère nous sortait pour nous mener, mon frère et moi, au jardin de la place Monthyon. Je partais de la maison avec un seau qui avait contenu des fruits confits d'Apt, et j'emportais aussi un gros pinceau. Avec ce matériel sommaire, j'allais barbouiller de la belle grille qui entourait le jardin planté de fleurs, autour de la statue de Berryer. Dès que j'en avais terminé, je rentrais en douce au Guignol et on me cherchait un peu partout, mais on savait bien où me retrouver. J'étais un habitué. Cela se passait dans les années 1930. Ses souvenirs étaient impérissables, et il reprenait inlassablement le thème du Vieux-Port, du quai de Riveneuve, etc. L'ensemble était tellement fixé dans sa mémoire qu'il pouvait le peindre les yeux fermés. Pour moi, l'œuvre de Pierre Trofimov ne s'est pas révélée immédiatement. Il m'a fallu du temps pour comprendre et saisir son langage pictural. Je pense avoir suivi un cheminement ordinaire, négligeant tout d'abord le paysage pour les natures mortes. Essentiellement les objets, ces objets qui contribuèrent à sa notoriété. C'est vrai, je traite les objets, je traitais, devrais-je dire, comme des portraits, des êtres humains. Je regarde ces vieilles choses comme des individus qui ont traversé le temps, aidant l'homme à vivre, en faisant souvent corps avec lui. Un buffet pour moi, c'est comme un homme, une femme, ridés par le travail et le temps et la vie. Je n'ai pas découvert Pierre Trofimov autrement. Indéniablement, son pinceau avait fort habilement vaincu l'immobilité. Sa main donnait vie au statique, et il me confiait d'ailleurs à propos d'un sujet que je crois fétiche. Les si dont les spécialistes disent que le sujet et la façon de le traiter font que je resterai dans l'histoire de la peinture. Marseille. Marseille, sa ville natale, est une affaire de cœur. Une longue histoire d'amour pour son port, ses vieilles rues et surtout son petit peuple. Marseille est une ville qui a deux vies, l'apparente, celle que n'importe quel imbécile peut voir en surface, puis une autre, la vie des gens qui ont travaillé dur, la vie des gens qui travaillent, la vie des pauvres, ceux qui n'ont pas de travail, ceux que la vie a flagellés. C'est la vie la plus difficile à percer, à déceler, à comprendre et pourtant elle est à chaque coin de rue. Le Revest et Dardenne sont de délicieux souvenirs de jeunesse, puis une retraite dans un ancien moulin devenu maison d'artiste.
Pendant les vacances à Dardenne, l'été, je peignais, je veux dire par là que je gaspillais beaucoup de papier et de couleurs. Les années 1935 et jusqu'en 1940 furent celles qui me virent, pendant ces mêmes vacances de rêve, rencontrer sur les restants qu'autour de la propriété du Paridon, Baboulène, Échevin, d'autres artistes dont je ne connaissais pas les noms mais dont je contemplais dans leur dos, ou légèrement sur le côté, l'élaboration et l'avancement de leurs tableaux. Certains revenaient souvent pour parfaire, c'était parfois moins bien à la dernière séance. En avril 1985, je lui fis part d'un souhait, photographier quelques-unes de ses œuvres. Il accepta très volontiers, me précisant même que je n'aurais que l'embarras du choix entre 5 à 600 gouaches, la vie, 200 peintures, etc. Lorsqu'il vit le résultat, cela lui plut, et quelque temps plus tard, l'occasion se présentant, il sollicita mes services. Lorsque je lui rendais visite, je réalisais à chaque fois combien la maladie l'épuisait. Mais jusque dans les derniers moments, il y avait toujours cette volonté de reprendre les pinceaux, même si son état le lui interdisait. J'avais parfois même l'impression que son inspiration n'avait jamais été aussi forte. Son désir de peindre s'accrut, sembla s'animer d'une force surnaturelle, le poussant à continuer son œuvre qu'il ne jugeait sûrement pas achevée, un peu comme pour repousser l'issue fatale. Mais le mal était bien là. Même si la volonté demeurait intacte, le corps n'arrivait plus à suivre. Au 3e trimestre 1994, il m'adressa un mot qui se voulait réconfortant. Je suis maintenant rassuré sur mon état de santé. Je n'ai pas de cancer. Je vais doucement et reprends goût à tout. Je crois qu'il se passe quelque chose, mais quoi? Les uns me disent que c'est dans la ou dans les couleurs. Je n'en sais rien et ne peux encore rien dire de précis. Ça vient comme ça, sans qu'on y fasse quelque chose et sans qu'on le veuille. Depuis des semaines, je pensais à un paysage du bassin de carénage, à Marseille, vu du pied de Saint-Victor. Je ne me lasse pas d'aimer Marseille, et c'est quelque chose qui me tient fort. J'avais dans mes cartons, depuis 1959, quelques dessins de ce thème. Je ne me souviens plus si j'en avais fait une toile, mais j'avais bien l'intention de reprendre ce motif. C'est fait après beaucoup de réflexions, d'études, etc. Je crois pouvoir être très content des résultats. Ma femme vous dira, et je le pense aussi, qu'en peignant mes revenus, inconsciemment, la touche, les couleurs que j'avais à l'époque. Est-ce le sujet qui veut ça, ou moi qui, inconsciemment, mentalement, me suis vu et reporté malgré moi à 1959, je n'en sais rien. J'ai été le premier étonné, mais l'amour de ma ville m'a peut-être insufflé quelques relents du passé? La chaîne qui l'amarrait au quai de Rive-Neuve s'était soudainement un peu plus tendue. Tentative vaine et désespérée pour le retenir à son quai, lui interdire le passage dans l'autre monde. Avait-il le sentiment que sa fin n'était plus lointaine? Les souvenirs jaillissaient en cascade, très vifs, de plus en plus aigus. Il percevait sûrement, comme nous le ressentons tous, l'âge venant, cette impression que le temps s'accélère, que les images défilent de plus en plus vite. C'est l'impression que j'ai eue en voyant combien son coup de pinceau était prompt à suivre le mouvement et d'une remarquable exactitude à saisir l'essentiel de l'objet, de l'animal, du portrait. Une manière très personnelle qu'il appelait d'ailleurs sa sténo. Sa peinture en était plus lumineuse, plus vive et n'engendrait jamais la mélancolie. Et son œuvre ne reflétait nullement les souffrances qu'il endurait. Ses pinceaux et sa palette étaient animés d'une passion fougueuse. La peinture était son métier, mais aussi sa source d'évasion.
Il y avait complicité entre lui et la toile. Je suis convaincu qu'il en était conscient et cela décuplait sa joie intérieure, contribuait à son bonheur d'artiste, l'éloignait pour l'heure du tracas de la maladie. Lorsqu'il parlait de lui, c'était toujours avec beaucoup de pudeur et une bonne dose de nostalgie. Comme si on évoquait parfois une autre époque. Je crois volontiers que ce siècle n'était pas le sien. Chez lui, la marine était à voile, les trains à vapeur. La fée électricité n'existait pas, le nucléaire, alors n'en parlons pas. Naturellement, sa vocation maritime inassouvie contribuait à ses états d'âme. La marine exerçait sur lui une forte passion, mais son rêve d'enfance ne se concrétisa jamais. Je me plonge dans ma collection de cachets postaux des bâtiments de la Marine nationale, et se met une joie, une détente et une passion très forte, agréable et qui me délasse. Je voulais être marin, mais un rein très amoché depuis ma naissance m'en a empêché. Alors je voyage sur ces enveloppes, et je m'y sens bien. Il faut vous dire qu'il y a 3 ou 4 jours j'ai voulu faire un autoportrait de moi, bien sûr. Et j'ai merdoyé en grande longueur. Je pense que cela arrive surtout quand on croit que l'on est le plus fort, le plus vaillant, le plus solide devant la toile et devant les couleurs, les pinceaux points ne marchent jamais alors, et c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai risqué 2 toiles, j'ai fait de merde. Heureusement il y a l'essence de voiture, ça vous nettoie les toiles mauvaises en un rien de temps. Et on retrouve le rectangle blanc de la toile vierge qui vous fout une gifle bien placée et vous ramène à votre petitesse, à votre ignorance, et vous lave de votre orgueil, de vos prétentions, de votre hauteur, de votre arrogance devant l'art, de votre sûreté à tout savoir faire. On n'est plus rien, on est un minable qui a loupé 2 toiles après 45 ans de travail, de métier, que la peinture a mis KO. Car la peinture, c'est vache, c'est difficile, c'est rugueux, c'est dur, dur, dur. On ne sait jamais, je ne sais jamais par quel bout prendre, moi, la peinture, ni comment faire pour réussir une bonne toile. Je crois même qu'il n'y a aucune recette, et que plus on croit qu'il y en a, plus on se casse la gueule. Ces dernières lignes confirment sa principale qualité, le doute. Ce doute qui ne le quitta jamais et le dévora intérieurement pour que s'accomplît enfin son talent en toute humilité. Alors, ombre et lumière, sans cesse recommencées, se jouant du temps, évoquent les souvenirs du peintre avec une joie infinie. De la rue Combala au quai de Rive-Neuve, du village du Revest au hameau de Dardenne, d'un bouquet sur une table à un vieux meuble dans un grenier, des salines au poulailler, Pierre Trofimov est partout. La chaîne brisée, dans l'ultime adieu ne nous prive pas du marin, et encore moins du peintre. À présent, l'éphémère est éternel.